Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Ossine Chavira, membre du collectif citoyen avec Mathieu Klein, colistier de la liste Nancy en Grand, une liste de rassemblement qui réunit une équipe incroyable, engagée, compétente, à l'écoute. Vous avez pu le mesurer lors de ces différentes émissions en direct. Elle est issue à 44% de la société civile, il faut le rappeler, mais aussi de la gauche, de l'écologie et du centre. La campagne qui s'achève demain aura été magnifique, grande, droite, sereine, collective et à l'écoute des Nancéennes et des Nancéens, le tout avec un entrain et une envie de faire grandir Nancy et qui ne s'est jamais démenti. Nous sommes à J-3, nous sommes impatients, nous sommes prêts et vos encouragements, vos témoignages, vos soutiens nous touchent tous profondément et nous obligent. Nous serons là et bien là pour les 6 années à venir si vos suffrages, bien sûr, se portent sur notre liste. Alors n'oubliez pas, allez voter dimanche et faites voter pour la liste Mathieu Klein, Nancy en Grand. Nous sommes ce soir ensemble pour échanger sur la jeunesse, la vie associative et le sport. Cette émission comportera 3 parties différentes et elle sera rythmée, comme à l'accoutumée, par des capsules vidéo filmées auprès d'habitants ou d'experts. Nous allons détailler tout au long de l'émission nos propositions. Vous êtes en direct sur les réseaux sociaux, vous pouvez poser vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Avec moi sur le plateau, Mathieu Klein, tête de liste Nancy en Grand, arrivé en tête au premier tour avec 37,88% des suffrages. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Ossine. Marianne Birk, colistière, inspectrice jeunesse et sport, conseillère municipale dans le groupe Nancy Ville-Meilleure. Bonsoir Marianne. Bonsoir Ossine. Véronique Billot, colistière, directrice d'école, conseillère départementale. Bonsoir Véronique. Bonsoir Ossine, bonsoir à tous. Evelyne Baudeux, directrice des relations internationales pour l'Académie Nancy-Metz, colistière. Bonsoir. Bonsoir Ossine, bonsoir à tous et à tous. Et enfin, sur le plateau, dans cette première partie, Daman Richter, colistier, membre de Nancy Écologie Citoyenne et étudiant. Bonsoir Daman. Bonsoir à tous. Nous aurons sur le plateau alors Virginie Hugo, on espère la voir. Virginie Hugo est malheureusement empêchée dans un train, dans un TER entre Nancy et Metz, qui a eu des difficultés et qui doit incessamment sous peu arriver à la gare de Nancy. Donc on espère la voir sur le plateau. Et puis nous verrons dans une deuxième partie sur le sport, nous aurons Philippe Kowalski et Serge Rennery, colistier, et Philippe Kowalski, président du CEDOS. Et on vous expliquera ce que c'est que le CEDOS. Sans plus attendre, Mathieu, le sport, la jeunesse, la vie associative, voilà, c'est notre dernier direct. C'est aussi des thématiques essentielles dans le programme Nancy en Grand. C'est vrai, on parle là de sujets qui sont en fait au cœur de la compétence de la municipalité, de la ville et aussi au cœur de la vie quotidienne de beaucoup d'habitants. Je tiens vraiment à remercier celles et ceux qui ont travaillé, vous les entendrez ce soir, depuis de nombreux mois, autour de ces sujets, parce que je crois que le projet que nous portons, notamment pour les jeunes Nancéens, est un projet très ambitieux. Je crois que Nancy est une ville qui a besoin aujourd'hui de se tourner vers les plus jeunes de ses habitants. Je crois qu'en matière culturelle, il y a beaucoup, aujourd'hui nous en avons parlé lors d'ailleurs du live culture, d'efforts à faire pour une programmation jeune public plus audacieuse, plus régulière, et dans tous les domaines d'ailleurs de l'expression artistique. Je crois que la citoyenneté est au cœur des préoccupations des jeunes aujourd'hui. Ils ont encore bien moins que leurs aînés envie de n'être considérés que comme de futurs électeurs ou des électeurs, seulement des électeurs. Ils veulent aussi avoir leur mot à dire, participer, proposer des projets, être considérés avec le respect qui est dû à la responsabilité qui leur incombe, c'est-à-dire préparer la société de demain. Et pour les accompagner au quotidien, les associations sont évidemment des acteurs essentiels. Nancy en compte beaucoup. Nancy compte à la fois beaucoup d'associations sportives, un réseau très dense de maisons de jeunes et de la culture, un des plus denses pour une ville de la taille de Nancy, de toute la France. Nancy compte énormément aujourd'hui de structures qui développent des programmes en direction des jeunes. Et c'est bien avec ces associations-là que nous voulons travailler. Et j'ai eu l'occasion de dire hier, avec Serge Rennery, que le sport à Nancy doit être
également remis sur le dessus de la pile. Nous entamerons d'ailleurs dès l'automne des états généraux du sport, Serge en parlera plus longuement tout à l'heure, pour mettre toutes les associations, les clubs professionnels et amateurs autour de la table pour définir ensemble une feuille de route du mandat, tant du point de vue du soutien d'ailleurs aux acteurs que du point de vue du soutien aux équipements et de l'engagement fort que nous porterons de Nancy au label Terre de Jeux 2024. Alors, ils ont entre 7 ans et 20 ans. Ce sont des Nancéennes et des Nancéens, des jeunes Nancéens et des jeunes Nancéennes qui ont posé des questions, qui nous ont posé des questions. Alors, retrouvons leur séquence vidéo. Écoutons-les. Bonjour, j'ai 3 questions à poser au nouveau maire. Déjà, est-ce qu'il pourrait faire un skatepark en plein centre-ville avec des horaires réservés pour les enfants de 6 à 12 ans? Deuxième question, est-ce qu'on pourrait réparer les jeux de la pépinière qui ne sont pas réparés? Troisième question, est-ce qu'on pourrait faire une chaîne de télé réservée aux enfants qui la feront et on la fera dans les écoles? Bonjour, je m'appelle Pablo, j'ai 10 ans, je suis à l'école de Bougainville et j'aimerais savoir ce que Mathieu Klein pourra faire dans mon école et s'il mettra plus d'armes dans ma cour. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Léo, je suis à Chopin en terminale scientifique et je me demandais qu'est-ce que Mathieu Klein ferait pour les jeunes de Nancy. Pour les jeunes, par exemple, moi je suis un sportif, donc moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il y ait plus de complexes sportifs, qu'ils soient gratuits ou non, mais qu'au moins on ait des aides pour y aller parce que c'est vraiment quelque chose qui peut animer plus la ville parce que de plus en plus les jeunes ils sont sportifs, donc ça pourrait vraiment être intéressant pour nous. Ce que j'attends d'un maire, c'est qu'il soit à l'écoute de ses citoyens, qu'il favorise l'environnement, donc du coup qu'il soit écolo, que les complexes sportifs soient moins chers, qu'il fasse des projets pour les seniors et pour les jeunes, ou des projets où on est mélangé, et qu'il y ait plus de facilité pour les transports en commun. Voilà nos questions de nos jeunes. Véronique, des éléments de réponse? Oui, alors déjà peut-être dire qu'on est vraiment heureux d'avoir ces interventions d'enfants, ces interventions de jeunes, et je reprendrai les propos de Kaya qui souhaite avoir un maire et son équipe à l'écoute. C'est aussi comme ça qu'on a envie de travailler justement. Et écouter les besoins des habitants, leur proposer les structures où ils vont pouvoir venir les exprimer et comment, et sans doute aussi essayer de construire avec eux les réponses aux questions qu'ils ont posées. Plus particulièrement sur les demandes de Pablo et Moira, je pense que vos questions à tous les deux, tant sur les aires de jeu que sur les plantations dans les écoles, on se pose la question de ce que doit être une ville qui veut bien accueillir ses enfants, une ville qui veut se construire en fonction aussi des besoins des enfants et leur faire une place importante, se mettre à la hauteur des enfants et non pas leur demander de s'adapter à elles. Pablo nous demande s'il c'est Pablo, je crois, qui voudrait des aires de jeu, non, qui voudrait des arbres dans la cour. Nous allons réfléchir, nous allons construire avec vous une ville éducative qui permet aux enfants de bien grandir dans l'école et aussi hors école. Mais en particulier, nous allons lancer un plan de rénovation énergétique des écoles, un plan important pour que les écoles soient mieux adaptées au réchauffement par exemple, et que les enfants puissent y travailler d'un bout à l'autre de l'année, que ce soit quand il fait très froid l'hiver, qu'elles soient bien chauffées, et surtout l'été en période de canicule. La végétalisation des cours fait partie de ce programme, et avec les équipes, avec les enfants, nous allons installer dans les cours des écoles, mais aussi peut-être des bâtiments publics en général, des crèches aussi qui ont des besoins dans ce domaine, des îlots de fraîcheur, des aires végétalisées avec de l'ombre. Moira nous parle d'aires de jeu. On a bien compris, et ça nous a été dit aussi quand nous sommes allés rencontrer des familles et des enfants dans les quartiers,
Dans chaque quartier, on doit pouvoir trouver des espaces où puissent jouer ensemble les enfants, des espaces aussi où les familles se rencontrent, où on vient s'asseoir et parler à son voisin. Aires de jeu qui doivent être adaptées à l'âge des enfants. Alors oui, nous allons les rénover, oui, nous allons en installer de nouvelles, et oui, nous allons vous aider à les choisir avec nous et à les construire avec nous. Nous essaierons aussi, nous nous engageons aussi à installer des aires basées sur l'eau. Par exemple, à la Pépinière, c'est Moira, je crois, qui parlait de l'aire de jeu de la Pépinière. On a envie d'eau aussi à la Pépinière. Voilà, il y aura un miroir d'eau. Et sur la question fort intéressante de Moira de travailler à une web TV, je pense qu'on l'abordera, ce sujet-là, aussi un peu plus tard dans le cadre du travail que nous comptons conduire avec les associations. Mais là, c'est typiquement le genre d'activité qui peut effectivement se faire en temps scolaire comme en temps périscolaire ou en temps de loisirs, en lien avec des associations qui peuvent se spécialiser. Ça existe avec des moyens comme la radio. Et Moira, j'ai bien retenu ton idée et nous allons la soumettre aux associations qui voudraient bien travailler avec nous. Plus généralement aussi, nous proposerons à nos jeunes et aux enfants de la ville un programme culturel plus ambitieux. Et voilà, gageons que vous trouverez, petits et grands, des réponses dans la ville à vos besoins et à vos envies. Moira demandait aussi si on pouvait créer des moments dédiés à des tranches d'âge pour l'utilisation des skateparks. Elle demandait si les 6-12 ans pouvaient avoir des créneaux horaires spécifiques. Je trouvais que c'était effectivement une bonne proposition, puisque quand on se rend compte qu'aujourd'hui, le skatepark qui est du côté des Rives-sur-Meurthe est pris d'assaut par les jeunes, et c'est tant mieux. Mais quand on mélange les âges, parfois ça peut être compliqué. Est-ce que ça, c'est une chose qui est possible ? Moi, je veux bien répondre à cette question. Je remercie Moira de l'avoir posée parce que c'est une question à laquelle je suis sensible. J'ai déjà soulevé cette problématique au conseil municipal à plusieurs reprises. Pour moi, un équipement public, par définition, il est public. Il doit donc bénéficier à tous, c'est-à-dire aux jeunes comme aux plus âgés, aux filles comme aux garçons. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous invite à regarder quand vous passez devant un équipement de loisirs type City Stade ou Skatepark, à essayer de voir le ratio filles-garçons en train d'utiliser cet équipement. C'est aussi des équipements qui doivent bénéficier aux débutants comme aux grands pratiquants ou aux très bons pratiquants de l'activité. Et on le voit, Moira le dit, ça ne va pas forcément de soi. La ville, à mon sens, a un rôle à jouer en la matière. Et il est tout à fait possible, et je pense même que c'est une très bonne idée, d'envisager des actions de médiation et d'animation autour de ces équipements. Un animateur pourrait intervenir sur la question du partage des usages, il peut réguler ce partage. Et à mon sens, ce type d'intervention est tout à fait essentiel pour que la ville et l'ensemble de ces équipements profitent à tous. Alors, Oreda, sur les réseaux sociaux, nous demande « Pourrions-nous avoir des city-stades pour les plus jeunes ? Car actuellement, ils sont investis par les ados et jeunes adultes qui prennent tous les horaires. La PEP côté enfant, c'est horrible et insupportable en plein soleil. Impossible de s'y trouver avant 17 voire 18 heures. » Donc, on retrouve la même préoccupation de d'autres internautes. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Oreda ? Je vais reprendre ce que vient de dire Marianne. Il faut veiller à ce que la ville et ses équipements publics soient accessibles à toutes et à tous. Si cela doit passer par une régulation, notamment pour les plus jeunes, moi je suis assez sensible à cet argument-là, de plages adaptées pour qu'ils puissent pratiquer librement, oui, nous pouvons y réfléchir. Et d'ailleurs, les city-stades font régulièrement partie du débat des élections. Je ne me suis pas déplacé dans un seul quartier sans être interpellé par des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs sur des city-stades. Il y a aussi, là, de ce point de vue-là, peut-être à penser à un maillage un peu plus étroit au cœur de la ville, de city-stades, en synthétique d'ailleurs, permettant donc aussi finalement des jeux et un usage plus sécurisé que sur des city-stades en béton, un maillage plus resserré. En tout cas, nous y réfléchirons et j'ai bien noté cette préoccupation qu'elle vienne de René II, dont le city-stade est objectivement
ou obsolètes pour le stade qui existe, ou inadaptés, ou d'autres quartiers sur lesquels je pense à Haussonville, à la Chiennerie, où le city-stade en béton aujourd'hui provoque beaucoup de désagréments à ses utilisateurs. Merci Mathieu. Peut-être Daman, comme on monte dans les âges, on arrive à ces étudiants, donc Léo, Maxime, sur leurs préoccupations justement d'une politique pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire et comment on peut leur répondre, Daman? Eh bien, Léo, j'espère qu'on va gagner dimanche parce que si on réussit à remporter cette élection, on pourra mettre en place des mesures permettant de resserrer les liens entre la ville et entre les étudiants, les jeunes de la ville en général, qui pourront permettre déjà d'aller chercher les bonnes idées là où elles se trouvent, c'est-à-dire aux gens qui sont concernés, qui sont au plus près de leurs problématiques propres. Et nous pourrons également mettre en place la gratuité des transports le week-end, qui permettra aux jeunes de Nancy et de la métropole de se rendre au centre-ville afin de pouvoir aller au cinéma, au musée, au théâtre et de se cultiver. Ça pourrait également permettre d'ailleurs aux jeunes qui vivent déjà en centre-ville de découvrir les autres communes de la métropole, d'aller visiter le jardin botanique Jean-Marie Pelt, la forêt du plateau de Haye, etc. Donc je pense que c'est très important pour nous de permettre aux étudiants de circuler, de découvrir nos installations culturelles afin de pouvoir les développer. Et pour résumer ça, on pourrait dire que c'est un peu notre programme, c'est un peu circuler, il y a tout à voir. Très bien, merci Daman. Peut-être Marianne, si tu peux répondre à Marie qui fait juste une remarque mais qui est très, très pertinente. Il faut s'appuyer et renforcer le rôle des 7 MJC comme acteurs territoriaux fédérateurs pour la jeunesse. Marianne. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit. Il faut s'appuyer globalement. De toute façon, je pense qu'une politique de jeunesse, elle ne fonctionne que si elle est co-construite avec l'ensemble des acteurs qui peuvent la porter. Donc évidemment la communauté enseignante, mais aussi les associations d'éducation populaire, le monde sportif, on en parlera tout à l'heure, les familles, les jeunes eux-mêmes et évidemment les 7 MJC de la ville ainsi que les centres sociaux et les autres associations sont des piliers fondamentaux pour la co-construction de cette politique jeunesse. Je voulais juste répondre à Léo tout à l'heure et compléter juste ce que disait Daman. Je pense qu'on a conscience aujourd'hui, avec Mathieu notamment, d'avoir une responsabilité très importante vis-à-vis de la jeunesse qui a, je pense, fortement souffert du confinement. C'est un peu antinomique pour un jeune d'être confiné chez lui plusieurs semaines. Je rappelle aussi que c'est la même génération à qui on a appris à se cacher sous les tables en cas d'attaque terroriste. C'est sans doute cette génération qui va subir les plus grands effets de la crise climatique et c'est celle aussi qui va avoir des difficultés importantes d'insertion liées à la crise économique post-Covid. C'est pour ça que face à ce constat, notre première réflexion a été de vouloir faire de cet été 2020 un été festif, un été de loisirs pour tous, un été où chaque enfant dispose d'une solution, soit en accueil de loisirs, soit en colonie de vacances, un été où la culture serait présente dans les quartiers, et avec un temps fort au cours de cet été 2020, autour de la semaine du 15 août, qui serait pour nous vraiment une semaine consacrée aux loisirs, aux sorties pédagogiques et à la culture des enfants et des jeunes. Parallèlement, nous proposons de s'appuyer sur un dispositif de l'État qui s'appelle Vacances apprenantes, qui permet de faire partir en colonie de vacances des enfants et des jeunes, et notamment ceux qui ont le plus souffert du confinement. Sur la méthode, je refais le lien avec les MJC. Je pense que ce que nous allons faire là très rapidement, c'est des diagnostics partagés sur chaque quartier de la ville pour avoir une vue claire de l'offre de loisirs, de l'offre culturelle, de l'offre éducative sur chaque quartier. Et sur cette base, une fois ce diagnostic partagé effectué, nous pourrons construire un parcours éducatif cohérent pour chaque jeune et chaque enfant de la ville. Dans les interventions, il y a plusieurs informations ou plusieurs
précision, c'est vrai que souvent les 15-18 ans, c'est une tranche d'âge difficile à toucher. Nathalie qui dit que les MJC ne peuvent pas répondre à tous les besoins, surtout pour les ados. Donc il y a HDL Box, alors c'est peut-être HDL Auduliev Box qui dit donner plus de moyens aux associations, leur donner confiance car le sport est vecteur d'insertion. Donc on va reparler du sport tout à l'heure bien sûr, mais et d'éducation envers nos jeunes qui seront notre relève de demain, et plusieurs interventions sur comment construire des city-stades, des espaces de jeu dans les quartiers. Mathieu, les citoyens pourront eux-mêmes porter des projets d'aménagement dans les quartiers. Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs plusieurs fois aux associations ou aux personnes rencontrées sur le terrain. L'idée du budget participatif, c'est-à-dire de consacrer environ 10% du budget d'investissement de la ville chaque année à des projets portés par les habitants, les associations dans les quartiers, donne du pouvoir d'agir, j'aime bien cette notion-là, aux citoyens, jeunes ou moins jeunes, qui ne sont pas uniquement considérés comme des électeurs, mais qui sont amenés à venir construire, porter des projets pour leur quartier, comme un city-stade par exemple, ou comme bien d'autres. La ville consacrera donc à terme 1,5 million d'euros par an, environ 10% du budget actuel de l'investissement de Nancy, à ce type de projet, dans le cadre d'une méthode que nous définirons d'ailleurs avec les habitants eux-mêmes, puisque dès le début du mandat, nous engagerons une large concertation sur la façon de construire la ville ensemble. Le renouvellement des conseils de quartier, à l'échelle d'ailleurs des quartiers réellement, nous allons, j'allais dire, clore cet épisode de conseil de quartier sur des aires géographiques trop vastes qui ont éloigné la participation finalement des habitants, et nous voulons au contraire la reconquérir. Et j'ai eu l'occasion de le dire souvent, notamment aux plus jeunes qui parfois délaissent ces instances, les considérant comme peut-être inadaptées ou pas suffisamment engageantes. Et bien tout au contraire, d'y prendre pleinement part, parce que dans ces espaces, demain, il y aura non seulement leur voix au chapitre, mais de plus des moyens concrets pour qu'ils puissent eux-mêmes contribuer à transformer leur quotidien. On va revenir, Daman, si tu peux répondre à Nicolas, parce qu'il pose une question, donc je pense qu'il ne t'a pas entendu tout à l'heure. Pourquoi pas la gratuité des transports en commun pour tous les jeunes de 16 à 25 ans? Est-ce que tu peux répondre à Nicolas? Pourquoi pas la gratuité pour les jeunes de 16 à 25 ans? Tout simplement, faut savoir que les jeunes, on n'a pas forcément toujours les moyens de prendre les transports en commun. Donc les abonnements sont assez chers, etc. Donc d'avoir la gratuité, ça peut nous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller au centre-ville pour découvrir nos installations culturelles. Ça peut nous permettre d'aller voir nos familles si on en est éloigné à l'intérieur de la métropole. Ça peut nous permettre d'aller avec nos amis, nous promener, etc. Cette circulation, c'est un droit, c'est un peu à la base de la vie de notre ville et de son dynamisme. Si on ne permet pas aux jeunes de se déplacer dans notre commune, on ne peut pas permettre à notre ville d'avoir le dynamisme qu'elle a. Il y a quand même 51 000 étudiants dans le Grand Nancy, 32 000 jeunes de 18 à 29 ans rien qu'à Nancy. C'est une population qu'on ne peut pas délaisser et à laquelle il faut permettre de se déplacer le mieux possible. Je vous propose qu'on continue avec la vie associative, et je rappelle aux internautes, parce que nous avons beaucoup de questions sur le sport, que nous allons y répondre dans cette troisième partie, donc restez avec nous jusqu'au bout de cette émission. Et pour la vie associative, nous avons rencontré Pierre Charles, qui témoigne de la situation des associations à Nancy et je dirais plus largement en Lorraine. Écoutons Pierre Charles. C'était une période particulièrement difficile, un coup d'arrêt de l'ensemble des activités des associations pendant plusieurs mois, avec bien sûr la perte de repères, la difficulté de joindre nos adhérents, en tout cas plus de possibilités de présence physique, et donc la nécessité de recourir aux moyens numériques la plupart du temps. Et puis, la difficulté aussi par rapport à nos personnels, contraints au chômage partiel pour la plupart, et puis une vraie difficulté par rapport à l'activité économique des associations, plus de recettes d'activité,
plus d'événements à organiser, donc reportés ou abandonnés. Et donc, les contraintes économiques nous amenant à essayer de voir auprès des pouvoirs publics comment faire face à ces difficultés. Je crois que la meilleure des formules, c'est du conventionnement, un conventionnement pluriannuel, hein, pour permettre une stabilité de l'activité. Et alors bien sûr, ça nécessite rencontres, échanges, débats pour identifier, et là je formulerai un vœu, qu'il y ait une part du financement qui soit du financement de fonctionnement, un socle de sérénité qui permet d'asseoir le partenariat, et puis une déclinaison sur des actions à conduire, et là dans ce partenariat, sur un financement spécifique quant aux actions à conduire, quoi. Alors, on est très heureux là sur le plateau. Virginie, Hugo vient de nous rejoindre. Ça va, c'était pas trop la course? Si, mais heureuse d'être là. Merci. Voilà, Virginie Hugo qui est déléguée régionale de l'association Fondation des étudiants pour la ville, c'est ça, du Grand Est, donc l'AFEV, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Alors vous êtes arrivé en cours de route du témoignage de Pierre Charles qui expliquait la difficulté des associations à surmonter justement cette crise sanitaire. Je suppose que chez les étudiants, ça a été, vous êtes aussi en lien avec des associations étudiantes. Comment vous imaginez l'après-crise sanitaire? Alors oui, donc nous on est évidemment en lien avec les étudiants, ça a été dur pour les étudiants, on a eu pas mal d'étudiants totalement isolés dans la précarité, les jobs se sont arrêtés brutalement, etc. Et en même temps, des étudiants qui se sont engagés encore plus. On a vécu une période absolument formidable en fait pour l'engagement étudiant, je tiens à le dire. On a développé des actions de mentorat, donc il y a des milliers d'enfants qui ont été accompagnés par des étudiants à distance, par des outils numériques. Ils ont créé plein de ressources éducatives. Enfin, ça a été vraiment une période assez importante. Et aujourd'hui, je me disais vraiment que la jeunesse, l'engagement de la jeunesse, des étudiants, c'est une vraie opportunité, et en particulier pour une ville comme Nancy, de développer l'engagement étudiant, de faire que les jeunes soient de vrais leviers d'intervention sociale, de vrais leviers de transformation sociale surtout, et au profit en fait de tous ces jeunes, parce qu'il y a aussi une crise éducative là, on est en plein dedans et qui ça va être encore pire en septembre. On a 500 000 enfants décrocheurs, c'est les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'on va pouvoir ajouter aussi tous les enfants qui vont rentrer à l'école, qui sont rentrés à l'école, mais qu'on appelle les décrocheurs silencieux. Ils sont là, mais en fait, ils vont se faire oublier et ils ne vont pas réussir. Et grâce au mentorat, grâce à l'engagement des étudiants, on va pouvoir en fait accompagner autant d'enfants. Je pense qu'on peut, sur Nancy, une des plus grandes villes étudiantes, avec cette énergie incroyable de l'engagement étudiant, on peut accompagner des milliers d'enfants pour qu'ils réussissent. Et accompagner des enfants, c'est aussi faire réussir les étudiants. Parce que ça va être compliqué aussi, la réussite étudiante. Et l'engagement, ça permet de faire partie d'un réseau. Ça permet en fait de réussir, de vivre la ville, de s'engager dans la ville et de faire en sorte en fait qu'on la transforme. Et je trouve que finalement, on peut sortir des choses tellement magnifiques en fait de cette aventure-là. Et juste un petit mot pour finir, je pense que l'université a un vrai rôle aussi en tant qu'intervenant et acteur de l'intervention sociale, parce que si elle reconnaît l'engagement et elle permet l'engagement de tous les étudiants. Vous imaginez en fait à l'échelle de Nancy combien on peut avoir de jeunes engagés tous les ans. Ça va être absolument formidable si on arrive à ça. Et en tout cas, nous, on a vraiment envie d'y croire. On a envie de porter ce grand plan d'engagement de la jeunesse, du mentorat sur des actions solidaires pour la ville, avec les habitants. Vous parliez de pouvoir d'agir, évidemment. Je pense qu'à partir de colocation à projet solidaire pour les étudiants qui agissent sur des quartiers politiques de la ville, on va pouvoir faire des choses absolument merveilleuses. Donc voilà, une crise sans précédent, mais en même temps, quel espoir. Merci beaucoup Virginie. Alors l'engagement étudiant, Marianne, on a travaillé sur cette question. Voilà, est-ce que tu peux nous dire justement comment on peut accompagner cette formidable richesse à Nancy d'avoir 50 000 étudiants? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Oui, force est de constater malheureusement que à ce stade, à ce jour, on va dire, la ville ne s'est pas vraiment saisie de cette richesse majeure dont elle dispose, qui est effectivement, Virginie l'a dit, son nombre d'étudiants.
L'un des axes majeurs que nous développerons, c'est le service civique qui, à ce jour, à la ville, est quasiment inexistant. Nous proposerons que les étudiants, ils pourraient, par exemple, je pense que ça parlera là aussi à Virginie et à la FEV, ils pourraient être en résidence dans les écoles pour, par exemple, faciliter le lien entre l'école et la famille. Tout à l'heure, on a évoqué le dispositif d'aide aux devoirs gratuits dans toutes les écoles de la ville. Là aussi, les étudiants ont toute leur place et pourraient également intervenir en support sur ce dispositif. Je pense qu'il y a aussi un axe important à travailler, c'est l'accompagnement individualisé ou mentorat, on pourrait dire les deux, qui permet à des étudiants d'accompagner des enfants. Alors certes, ça peut être sur le temps scolaire et sur l'aide aux devoirs, on va dire, individuels, mais ça peut être aussi un accompagnement individualisé plus global sur des découvertes culturelles, des choses ludiques. Et je pense que là aussi, vu le nombre d'étudiants dont on dispose, on a une marge de manœuvre extrêmement importante dont il faut absolument se saisir. Et c'est notre ambition et elle est partagée. Voilà. Je voulais juste rajouter un mot on pense aussi au sein de cette liste à l'importance de la mobilité européenne et internationale et à en faire sa promotion. Les dispositifs en la matière existent. À Nancy, nous disposons d'associations qui œuvrent sur ce secteur et qui sont très performantes et elles ne demandent qu'à disposer de moyens complémentaires, on va dire, pour permettre d'informer les jeunes sur ces dispositifs qui ne concernent d'ailleurs pas que le monde étudiant. Ça peut être des jeunes en dehors du temps scolaire, ça peut être des jeunes apprentis, enfin toute la population est concernée par ces dispositifs de mobilité européenne et internationale. Et on sait combien c'est important et c'est un plus dans l'insertion et même dans la vie en général, en ce que ça apporte en matière de citoyenneté, en matière d'autonomie, en matière d'apprentissage. Voilà. On peut faire un petit mot peut-être aussi sur, alors ça participe à l'aide du monde étudiant, mais c'est les stages, les services civiques, je crois que tu en as parlé. Voilà, il y a des choses comme ça qui existent aussi dans le... Alors juste avant de poser la question à Evelyne sur le monde associatif, Véronique, je crois qu'il y a une question encore pour toi. Il y a plusieurs commentaires sur l'importance de sensibiliser les petits, les jeunes nancéens sur l'histoire de leur ville, par le biais de l'art nouveau, la pratique des arts avec le soutien des artisans d'art, une identité culturelle commune et une des solutions du civisme et du vivre ensemble. Il y a eu il y a aussi Nicolas qui dit une aide à l'accès aux activités culturelles et sportives en s'appuyant sur le dispositif oublié de passeport et culture. Dans notre projet, voilà, on a des propositions autour des résidences d'artistes. Tu peux peut-être nous en dire deux mots? Oui. Plus généralement, d'ailleurs, pour tous les enfants, depuis la maternelle jusqu'à la fin de l'école élémentaire, nous allons travailler avec les institutions de la ville qui sont nombreuses, qui ont beaucoup de richesses à faire partager aux enfants. Et nous allons proposer des parcours d'éducation artistique et culturelle qui comprendront bien sûr la découverte des lieux emblématiques de la ville, la découverte des artistes qui ont fait Nancy. Sur l'engagement, sur la participation à des activités de loisirs, alors je peux en parler puisque je l'ai vécu comme conseillère départementale et c'était un travail qui a été mené par la Caisse d'allocation familiale, l'État et le Conseil départemental dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pauvreté. Et nous avons donc proposé d'évoluer sur le dispositif dont tu parlais, Ossine, Passeport et Culture, pour mettre en place un autre dispositif qui s'appelle Passe Jeune et qui s'adresse à beaucoup plus de jeunes et qui propose, avec la participation donc État, CAF, Conseil départemental, d'intervenir à une hauteur conséquente et en fonction des revenus des familles pour que chaque enfant
enfants de la ville puissent être en mesure de participer tout au long de l'année. Il s'agit d'activités à l'année, à une activité sportive ou à une activité culturelle. À chaque rentrée, les familles sont destinataires d'une proposition qu'elles peuvent présenter à une association ou à un club. La ville et les villes de Meurthe-et-Moselle en général ont été invitées à soit entrer dans le dispositif en y participant directement, en y participant en premier lieu, c'est-à-dire que les familles peuvent avoir la réduction sur l'activité en une seule fois, ou, comme elles le souhaitent, et comme d'assez nombreuses villes l'ont souhaité, compléter ce dispositif afin que, effectivement, il ne reste qu'une somme modique, voire rien du tout, à régler sur le montant d'une activité à l'année pour chaque enfant. Voilà. Et nous allons renforcer aussi ce dispositif au niveau de la ville. Alors, on revient à notre séquence vidéo Pierre-Charles. Voilà, on a un petit peu perturbé avec l'arrivée de Virginie, mais voilà, c'est ça, c'est les joies du direct. Donc Pierre-Charles parlait des difficultés des associations. Alors, on n'a pas mis tout le témoignage que nous avons filmé, mais il nous parlait aussi des besoins. Alors, vous l'avez entendu, il parlait de besoins de socle de sérénité, de subventions de fonctionnement et puis de subventions de projet. Ça, on peut peut-être l'expliquer. Il avait aussi le souci à Nancy de l'inexistence d'une maison des associations. Evelyne, qu'est-ce qu'on peut lui dire à Pierre-Charles ? Alors, je voudrais revenir effectivement sur le témoignage de Pierre-Charles, parce que c'est toujours d'un grand intérêt. On connaît son expertise, son immense expertise. Cela dit, c'est vrai que le tissu associatif, Mathieu l'a dit en introduction, à Nancy est très très important. 700 associations, c'est énorme, mais à côté des associations dont parlait Pierre-Charles, il y a aussi toutes les petites associations. Celles, vous savez, on en connaît tous, des associations qui se réunissent chez le président, le secrétaire, le trésorier, qui font des photocopies chez l'un, chez l'autre, etc. Cela signifie qu'il y a un vrai besoin des associations. Alors, effectivement, il y a un besoin de local, il y a un besoin de logistique, il y a un besoin de mutualisation. Et c'est effectivement la maison des associations qui va résoudre un certain nombre de ces problèmes, pour ne pas dire tous. Dans cette maison, on va effectivement trouver, par exemple, des permanences des services publics, parce que combien d'associations se sont déjà arraché les cheveux devant un budget à construire ou autre. Eh bien, c'est pas toujours facile, effectivement, et ce sont ces services publics qui viendront dans la maison des associations, qui tiendront des permanences pour être à la rencontre de ces associations quand elles sont présentes. Et puis, vous savez aussi que les associations souffrent du fait de ne pas connaître tous les dispositifs qui existent, qui nécessitent évidemment écrire des projets, faire des budgets prévisionnels. C'est pas simple. Eh bien, dans cette maison des associations, la mutualisation entre elles et permettra donc de venir au secours de ces associations qui parfois ne savent même pas qu'elles ont droit, qu'elles pourraient bénéficier de telle ou telle subvention. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ces subventions. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un réseau national des maisons des associations. Et faire partie de ce réseau national, c'est aussi avoir à disposition des outils. C'est aussi assister à des colloques, c'est aussi assister à des formations. Donc voilà, on a tout intérêt
à très rapidement, la semaine prochaine peut-être, permettre aux associations d'avoir un local, d'avoir d'autres associations avec elles, parce que on souffre aussi, quand on est petite association, de ne pas savoir ce que fait l'autre. Et tout à l'heure, Pierre-Charles parlait des événements. Eh bien, on sait trop bien, organiser un événement, c'est énorme. Quand on organise un événement à plusieurs associations, eh bien, ça devient beaucoup plus facile. Et donc, c'est tout ça, en fait, que pourra apporter la Maison des associations. Et puis, Pierre-Charles a évoqué le budget. Alors, oui, c'est vrai, c'est un gros problème. Les associations n'arrêtent pas de présenter des projets, de remplir des dossiers et d'attendre. Alors, on remplit un dossier, on attend des semaines, parfois des mois, pour savoir si oui ou non on va pouvoir bénéficier de la subvention et mettre en route des activités, parce que sinon, ce sera difficile. Eh bien, Pierre-Charles l'a évoqué tout à l'heure, c'est par des conventions pluriannuelles, avec des projets qu'on construit ensemble, et donc des subventions qui permettront ainsi aux associations de voir venir et de ne pas toujours être dans l'administratif. Un projet, c'est aussi, c'est bien entendu des événements, mais ça peut être le même événement qu'on répète chaque année. Ça peut être un événement qu'on construit et qu'on améliore chaque année. Et puis, il y a le fameux budget de fonctionnement. Et là aussi, une convention pluriannuelle permettra aux associations de respirer, de vivre et de travailler donc, en collaboration avec les élus pour, je dirais, un nouveau pacte de confiance. C'est à nous de créer cette confiance et c'est à nous de construire avec les associations un projet, tout simplement une nouvelle politique publique. Merci Evelyne. Alors, je m'adresse à vous Virginie. Alors, c'est une question qui alors je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question de Nicolas. Alors voilà, suspense. Dans le cadre d'un village de l'insertion imaginé dans l'écrin du dispositif du PIC invisible, alors PIC, plan d'investissement des compétences, je crois que c'est ça, hein, pourrions-nous imaginer une sorte de parrainage de jeunes? Je suppose que c'est voilà, un lien entre des personnes en situation de fragilité et des étudiants qui pourraient être dans ce mentorat. Je pense que c'est ça un peu hein, si je comprends bien la question de Nicolas. Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Oui, le mentorat, de toute manière, a plein de formes. On est plusieurs associations aussi à faire du mentorat. On travaille déjà en réseau, donc je pense que ça peut aussi se développer. Nous, on est vraiment sur le mentorat étudiant. D'autres vont être sur du mentorat plutôt de salariés, etc. etc. Donc, travaillons ensemble, faisons ce grand plan mentorat. Et ça, ces actions-là pourront en faire partie. Et sur le PIC, alors c'est pas le cas sur Nancy et pas sur la région Grand Est pour plein de raisons, mais la FEV a innové avec un projet qui s'appelle Apprentis volontaires, où on a proposé, et c'était aussi dans des propositions en fait, que vous avez fait lors du précédent Facebook, mais à des jeunes qui sont en fort décrochage, qui sont très loin même de l'insertion. Objectivement, on leur a proposé d'avoir un contrat en alternance, donc ils signent en fait avec une entreprise un contrat en alternance, et puis pendant 6 mois, avant de signer leur contrat en alternance, ils sont à la FEV pour acquérir juste les savoir-être, se lever le matin, travailler avec d'autres, savoir en fait qu'on se dit bonjour, enfin voilà, des petites choses comme ça, parce que finalement on avait plein d'entreprises qui nous disaient on est prêt à les prendre ces jeunes-là, sauf qu'en fait ils n'ont pas le minimum de compétences. Et le service civique, c'est aussi un vrai levier pour ça. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au sport parce qu'il y a beaucoup de questions sur le sport et on commence par écouter Christelle Gendrick qui fait partie des colistiers et qui nous relate son expérience dans le quartier d'Aussonville. On écoute Christelle. Je suis également la présidente de l'Olympique Aussonville, c'est un club de foot de quartier. On a environ 206 adhérents.
La majorité de nos adhérents viennent du quartier d'Aussonville et nous entraînons au complexe des Aiguillettes qui se trouve à proximité, à 200 mètres du quartier même. Quand j'ai pris la présidence, le club était sous le point de fermer. Il y avait des problèmes financiers. On a été vraiment, 3 mois après, le club y fermait. Donc j'ai essayé de relever la barre et puis de repartir sur de nouvelles bases. On a un local, on a un terrain, on a 2 camions. Donc le club s'expanse facilement, il a une bonne dynamique. On a une belle évolution, on est passé de 260 licenciés à plus de 200, 205, 210. Et là, on a une équipe féminine. 2 équipes féminines, donc le foot féminin se développe assez facilement maintenant. On accueille sur le plateau Philippe Kowalski, président du CEDOS, donc Comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle, et puis Serge Rennery, colistier et directeur régional du sport scolaire. Voilà, là notre collègue Christelle nous parle de son expérience, donc des difficultés déjà qu'elle a rencontrées au départ avec un club en souffrance, qu'elle a réussi à remonter. Elle nous a dit aussi la difficulté de cette expansion dont elle parle, parce qu'il n'est pas forcément suivi d'aide et de subventions. Voilà, qu'est-ce que Serge, tu peux nous dire sur ces petits clubs de quartier qui sont essentiels à la vie des quartiers, bien sûr? Je n'irai pas jusqu'à dire que le club de Christelle est un petit club de quartier, parce que quand on commence à parler de 200, 250, 300 licenciés, c'est des clubs qui ont une vraie valeur. Il est assez emblématique. Enfin, le problème tel qu'elle le pose est assez emblématique de la situation. Elle le dit quelque part en filigrane. Elle a pris le club à un niveau, elle l'a emmené à un niveau supérieur, et pourtant rien n'a changé. Et c'est un peu à l'image de ce qui se passe depuis maintenant un certain nombre d'années à Nancy. On est sur une politique sportive qui est une politique de guichet et qui est surtout pas une politique de projet, et c'est ce qu'on voudrait changer. Pour répondre à la problématique posée par Christelle, je crois que la meilleure réponse, c'est les états généraux qu'on a décidé de mettre en place très vite à l'automne avec Mathieu. Les états généraux pour poser plusieurs bases. D'abord, une base évidente pour nous, c'est l'état des lieux, parce qu'il faut qu'on ait une connaissance réelle de la situation de l'ensemble des clubs pour pouvoir agir. Une base qui nous permette aussi de faire prendre conscience à l'ensemble du mouvement sportif de l'ensemble des problèmes qui sont les siens, parce que je suis pas sûr que pour prendre une image, le club de Christelle, les problèmes que connaît Christelle dans son club sont probablement connus de quelques clubs de football sur l'agglomération et sur la ville. Je suis pas sûr qu'ils soient connus par le club d'escalade ou par le club de basket ou par le club de tennis, pour lequel ces problématiques-là sont complètement différentes. Et pourtant, quand on les croise, on s'aperçoit qu'ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes à des échelons différents, mais ils ont les mêmes problèmes. Les états généraux, c'est aussi ça. C'est l'idée de mettre tout le monde autour de la table pour poser une base saine, pour poser une analyse saine de la situation, mais surtout pour que tout le monde ait conscience de l'enjeu, mais que l'enjeu est collectif. Alors, quand on parle de collectif en sport, c'est plus facile, mais il faut qu'on ait cette conscience-là. Après, dans un avenir plus lointain, mais que j'espère pas trop lointain en ce qui me concerne, mais qui sera plus compliqué à mettre en œuvre dans des délais assez courts, l'idée c'est que les états généraux débouchent sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Parlement du sport. Et dans l'absolu, c'est ce que j'ai proposé à Mathieu, et c'est comme ça qu'on a rédigé le projet. Aujourd'hui, le Parlement du sport, il aurait du sens à l'échelon de la métropole, parce que raisonner les problèmes de Christelle, raisonner les problèmes du sport en général à Nancy, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, le club de Christelle accueille probablement autant de jeunes Nancéens que de jeunes Villarois ou de jeunes Vendôpériens. La question du Nancéen ne se pose pas, elle se pose en termes métropolitains. Les clubs accueillent une grande partie des étudiants qui pratiquent. Les étudiants viennent de partout, donc cette problématique-là, elle est là. Je vous propose qu'on continue nos échanges après le témoignage de Philippe Fabry, qui est le président de l'ASPTT, qu'on est aussi allé voir. Écoutons-le. Ce que je souhaite, c'est que tout le travail qu'on a fait depuis de nombreuses années pour pérenniser en tout cas notre club soit reconnu
par l'équipe et que l'on puisse continuer notre progression, notre structuration, parce qu'on a retravaillé sur un nouveau projet sportif, un projet qu'on a depuis 12 ans. Là, on a un projet sportif sur l'Olympiade qui se met en place. On vient d'embaucher une chargée de développement qui était utile au soutien au directeur pour proposer des choses nouvelles, pour travailler sur d'autres actes que le sport de compétition, le sport loisir tel qu'on le fait aujourd'hui. Et le Covid fait que ça nous oblige à aller plus vite dans ce qu'on peut réinventer en termes d'activités sportives ou de liens au travers le sport, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il est important que le sport garde sa place, la place qui était la sienne, et prenne une nouvelle place dans la vie de tous les jours. Serge, est-ce que le sport doit prendre une nouvelle place? Est-ce que les associations sportives doivent se réinventer? Et comment nous pourrons les accompagner? Ouais, 3 choses sur ce que dit Philippe. Première chose, on va le rassurer. Il n'a jamais été question ni de près ni de loin d'empêcher des clubs de se développer. Je crois que le chapeau qui est posé sur le programme sport posé par Mathieu, c'est le développement du sport et le développement des pratiques sportives. C'est surtout pas d'empêcher des clubs de se développer. Ça, il faut le préciser, parce qu'il y a eu tellement de fake news pendant cette campagne que c'est bien de le dire. Un point essentiel, oui, il a raison. Il a raison, les clubs ont été obligés de se réinventer. Tout à l'heure, je crois que ça a été dit dans le débat précédent, enfin, dans les échanges précédents. Il y a un truc paradoxal, il s'est passé quelque chose de très paradoxal. L'engagement n'a jamais été aussi fort sur notre territoire et plus largement sur le territoire national. L'engagement n'a jamais été aussi fort dans tous les domaines. Et pourtant, le paradoxe, c'est que les associations sportives en particulier, mais je pense les associations en général, vont souffrir à la rentrée. Souffrir parce que pas de perspective, difficulté majeure de poser des hypothèses. Aujourd'hui, dans le domaine sportif, on est incapable de dire si les gymnases vont être ouverts ou fermés. C'est des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille. Donc Philippe a raison. Les clubs sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ont eu effectivement cette nécessité d'inventer une pratique différente. Inventer une pratique différente, pour certains, c'est changer, y compris les modes d'opposition quand il s'agissait d'opposition, mais c'est aussi des choses très bêtes. Il va falloir peut-être inventer des moyens de se déplacer différemment. Il va falloir trouver des moyens d'accéder aux vestiaires des installations sportives différemment. Donc il a complètement raison. Et ce qui caractérise le mouvement sportif, c'est cette nécessité d'aller toujours de l'avant, parce que les adhérents ne se posent pas cette question de que va-t-il se passer, est-ce que ça ira. L'adhérent, lui, il vient, il veut pratiquer dans de bonnes conditions, pour une somme modique, tant qu'à faire, avec tous les éléments, tous les ingrédients pour pouvoir atteindre le meilleur niveau possible, en tout cas le niveau que lui-même s'est fixé. Donc Philippe, il a complètement raison. Maintenant, l'accompagnement, oui, moi je retiens un troisième point sur ce qu'il a dit, puis ça va faire le lien avec mon voisin. Ils ont déposé, enfin la SPTT a construit son projet autour de l'Olympiade. C'est un peu ce qui va être notre fil conducteur aussi dans le cadre du projet. C'est les Jeux, c'est Paris 2024, c'est la labellisation, parce que le label Terre de Jeux porte en lui tous les éléments nécessaires pour permettre au club de se développer et de développer des projets nouveaux dans la perspective de l'engagement, parce que Philippe en parlera mieux que moi, je ne vais pas t'empêcher de parler. Alors Philippe Kowalski qui est avec nous, président donc, du CEDOS, donc il y a un comité départemental olympique et sportif en Meurthe-et-Moselle. Quelles sont les missions et parlez-nous du label Terre de Jeux. Alors d'abord, bonsoir à tous et merci de recevoir le mouvement olympique et de donner la place du sport ce soir et en particulier au mouvement olympique pour s'exprimer sur la vision que le mouvement olympique a du sport en règle générale, alors à l'échelle de Nancy, de la métropole ou même de la nation. Le SDOS, c'est avant tout une association de loi 1901, un organe déconcentré du Comité national olympique et sportif français,
qui porte effectivement les valeurs de l'olympisme, et donc qui est un partenaire évident du COJO de Paris 2024, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'il ne faut pas oublier, qui sont aussi des événements considérables, puisque Paris 2024, c'est pour le mouvement sportif français, c'est un siècle d'attente, d'espoir et de désespoir. C'est pour certains le rêve d'avoir un titre olympique, et pour d'autres, ne serait-ce qu'une sélection parmi les 250 pays qui seront représentés. Et enfin, si j'avais un chiffre, c'est l'événement planétaire qui rassemble 4 milliards de téléspectateurs. C'est donc une opportunité exceptionnelle donnée à la France et au territoire pour organiser et mettre en œuvre une politique sportive à l'échelle des territoires. Terre de jeu, ça veut dire ça. Il faut comprendre terre de jeu pour dire que de l'est à l'ouest, de nord au sud, on va pouvoir, dans les territoires, bénéficier de ce formidable levier, de cette opportunité de mettre la France et les territoires devant le monde entier pour montrer ce qui s'y fait dans les territoires, en termes d'organisation, en termes de soutien, en termes d'équipement, en termes d'action. Et ça, c'est un véritable enjeu territorial pour une collectivité que de s'engager dans Terre de Jeu. Terre de Jeu, c'est un outil de développement de la pratique sportive, c'est un outil qui va permettre effectivement à l'ensemble des collectivités qui sont candidates au label Terre de Jeu de développer une politique sportive de proximité, une politique sportive pour tous. Alors aujourd'hui, Nancy a ce label Terre de Jeu ? Alors je serais heureux d'accueillir Nancy dans le label Terre de Jeu, dans nos groupes d'intelligence collective, puisque ça fait maintenant 1 an qu'on travaille sur Terre de Jeu avec un certain nombre de collectivités, avec des acteurs du mouvement économique, avec le MEDEF, avec la Chambre de commerce, avec l'université, l'hôpital bientôt, enfin tous les acteurs de territoire qui construisent avec nous l'idée qu'on peut faire du sport et que le sport change les vies. En fin de compte, Terre de Jeu, c'est ça, c'est 3 objectifs majeurs. C'est l'engagement d'une collectivité à faire ce que le sport change les vies, et change les vies des gens du territoire, bien évidemment. C'est la célébration, c'est comment le territoire va mettre en œuvre effectivement la politique de célébration des Jeux de Paris 2024, quelle va être sa part dans la célébration. Est-ce qu'on va organiser des fan zones? Est-ce qu'on va inviter les écoles? Est-ce qu'on va inviter les universités? Est-ce que dans les EHPAD, dans les hôpitaux, on aura des espaces de sport et de santé? Enfin voilà, ça, c'est tout ça la célébration. Et le 3e engagement, si vous me laissez finir, c'est l'héritage. Et l'héritage, il est important parce que c'est le moment du bilan. C'est qu'est-ce qu'on laisse effectivement à nos générations, un peu comme le développement durable, qu'est-ce qu'on va laisser des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans nos territoires, et est-ce que ça aura profité au plus grand nombre? Mathieu, alors dans mes recherches et dans la préparation de cette émission, j'ai vu que le conseil départemental était donc dans le, je sais pas comment on dit, dans la labellisation Terre de Jeu. La Meurthe-et-Moselle et Terre de Jeu. Et Terre de Jeu, voilà. Et si demain tu es maire, Nancy deviendra aussi Terre de Jeu? Je ne suis pas certain qu'il suffise que je sois élu maire pour que Nancy devienne une terre de jeu, mais en tout cas, nous serons tous et toutes engagés pour que ce soit le cas, parce que les JO de 2024, Philippe l'a dit très bien, c'est une formidable opportunité, d'abord parce que c'est un élan populaire. Les Jeux Olympiques font partie, j'allais dire, de notre patrimoine universel. C'est un élan populaire et citoyen, et je veux qu'il vive à Nancy. Je l'avais dit déjà lorsque nous avons postulé pour le label Terre de Jeu au niveau de la Meurthe-et-Moselle, mais je suis aussi prêt, moi, à ce que le département, la métropole, la ville travaillent ensemble avec la région pour accueillir des athlètes dans une étape supérieure. Notamment les athlètes, nous pourrions par exemple penser aux athlètes aujourd'hui sans nation, qui sont pour certains apatrides, pour d'autres réfugiés, et qui n'ont pas forcément de délégation nationale qui les accompagne aux Jeux Olympiques. Je pense que ce serait un beau message universel, conforme d'ailleurs aux valeurs que nous portons et à l'histoire qui est la nôtre, de faire que ces athlètes soient les bienvenus en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, à Nancy, dans le Grand Nancy, à l'occasion des JO de 2024. Parce qu'il y a derrière le sport
d'abord, mais on va en parler dans un instant, je pense, avec Bruno Chenuel, la question de la santé. Il y a derrière le sport la question de la citoyenneté. Il y a derrière le sport la question de l'estime de soi, la question de l'effort, la question de la transcendance même de ce que nous pouvons être. Et je trouve que c'est un excellent catalyseur aujourd'hui. C'est ça pour la raison pour laquelle Serge a eu raison de rappeler que le soutien au monde sportif, associatif, et c'est ce que disait Evelyne tout à l'heure, passe par un socle de sérénité. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi définir des objectifs précis en matière de sport professionnel. La collectivité municipale et plus encore la collectivité métropolitaine, le Grand Nancy, doit avoir un plan de charge de ces investissements. Les structures de proximité, on l'a vu tout à l'heure, les city-stades dans les quartiers. C'est aussi avoir des salles adaptées pour l'ensemble de nos clubs professionnels, des équipements adaptés pour accueillir nos clubs, qu'ils puissent évoluer et continuer à évoluer en Ligue 2 et en Ligue 1 pour tous, nous l'espérons, le plus rapidement possible. Et comme pour aussi permettre, j'allais dire, d'accueillir des manifestations, des compétitions, des tournois français, européens et internationaux. Voilà tout ce que peut représenter aujourd'hui le sens que nous donnons à l'engagement de Nancy et du Grand Nancy dans la labellisation Terre de Jeux 2024. Alors dans vos interventions, vous avez, donc c'est bien, vous me facilitez la tâche puisque vous avez répondu à quelques questions d'internautes, mais il y en a une qu'il faut que je vous pose, alors peut-être à Serge. Comptez-vous aider le développement de la pratique sportive féminine, notamment dans les sports collectifs? C'est une question de Pascal. Et pourrait-il y avoir enfin des aides pour les clubs qui veulent faire de leur gymnase un lieu de vie et pas seulement un lieu de pratique sportive? Alors, je ne sais pas, Serge, répondez. Puis je vois que Philippe réagit, donc Philippe va pouvoir peut-être apporter. Sur la pratique féminine, je crois que si les gens qui nous regardent, j'espère qu'ils sont nombreux, me connaissent, j'aurais pas besoin de les convaincre que je suis un défenseur de la pratique féminine depuis bien longtemps, puisque en dehors de mon métier, j'ai aussi un engagement associatif. J'ai été 21 ans président du club de volleyball de Vendeuvre, dont l'équipe féminine évolue en Ligue A aujourd'hui et est européenne l'année prochaine. Donc bien sûr, oui, la place du sport féminin essentielle pour deux raisons. D'abord parce qu'on serait à côté de la plaque complètement. On serait dans un archaïsme le plus total si on continuait à fonctionner pendant des décennies sur l'ancien modèle, sur le modèle de l'ancien monde, pour reprendre un mot qui a été utilisé par d'autres, sur le modèle de l'ancien monde. Alors oui, c'est vrai, la difficulté, elle est simple. Le sport a été inventé par des hommes, il est pratiqué majoritairement par des hommes, il est dirigé par des hommes, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, en France, il y a, tu m'arrêtes Philippe, 2 présidentes de fédération ? Oui. 2 présidentes de fédération, femmes. Donc bien sûr, c'est un enjeu majeur, mais accessoirement, ça, on parle là de 50% de la population. Bien sûr. Donc décider qu'on ne s'occupe pas de 50% de la population, c'est un archaïsme assez total. Donc bien sûr, oui, le développement du sport féminin, mais pas, je rassure là aussi nos internautes, pas le développement du volleyball féminin, le développement du sport féminin. On a à Nancy une équipe de rugby féminine qui a d'excellents résultats. On a sur la métropole des équipes de basket, de handball féminine qui ont d'excellents résultats. Le water-polo féminin évolue au premier niveau du championnat de France. Donc on ne part pas de zéro. Je terminerai là-dessus, on ne part pas de zéro. Maintenant, ce que je souhaite, moi, c'est que dans 6 ans, on puisse voir autant les filles sur la photo que les garçons. Parce qu'aujourd'hui, le problème des filles, c'est la visibilité. Bien sûr. Philippe, je vous ai vu réagir sur cette question. Je voulais réagir à la question de l'internaute sur la question de l'équipement et des équipements. Une des missions principales du comité olympique, c'est la défense des intérêts des clubs, mais des intérêts des clubs fédérés. Et j'entends effectivement beaucoup dans les campagnes, beaucoup d'installations nouvelles, de libre accès. Et j'entends peu de choses sur effectivement les équipements des clubs et comment structurer. Parce qu'un club se structure quand il a effectivement une zone d'accueil, une zone de convivialité qui lui permet effectivement de développer aussi au sein de son club un certain nombre de choses, de services et puis d'actions. Et la statistique le montre, on a eu une statistique il y a très, très récemment, 80% de la population française estime que le meilleur moyen pour pratiquer du sport, c'est dans un club. Ça parle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, effectivement, sur ce sujet-là,
Et j'ai souvent interpellé, et j'interpelle en ce moment souvent les politiques sur la gestion des syndicats interscolaires qui gèrent pour la plupart les gymnases et qui, pour le moment, empêchent effectivement la reprise de l'activité physique et sportive de certains clubs. Il y a beaucoup de clubs qui sont hébergés dans des syndicats interscolaires et qui ont besoin de reprendre leur activité. Et s'ils ne reprennent pas prochainement, c'est mort. Au mois de septembre, c'est mort. Donc, il y a effectivement cette question-là, est une question récurrente et qui vient souvent de la part des clubs amateurs et des petits clubs qui cherchent effectivement un lieu d'hébergement quelque part où ils peuvent poser effectivement de temps en temps un lieu de convivialité. Et je pense que c'est une question très importante auquel il faudra répondre. Mathieu, on peut envisager à l'avenir justement des gymnases qui deviennent des lieux de vie et pas simplement voilà, des cubes vides de pratiques sportives? Alors, ils sont rarement vides de pratiques sportives, les gymnases. Ils ne sont pas vides, non, mais ils sont même plutôt très occupés de pratiques sportives. La question aujourd'hui, c'est de vérifier ensemble, et les États généraux le permettront, si finalement le taux d'équipement, le niveau d'équipement de la ville est aujourd'hui conforme aux besoins des clubs qui la composent. Et puis si, comme l'a très justement dit Philippe, le niveau des installations sportives aujourd'hui de la ville est à la bonne hauteur par rapport aux ambitions et parfois à la réalité du classement des clubs. On a à Nancy depuis très longtemps un débat, par exemple, que je veux rouvrir sur le Stade Mater. Le Stade Mater est aujourd'hui, on va dire, dans un état nettement améliorable. Des efforts ont été faits ces dernières années sur les vestiaires. Il y a notamment le club, je pensais parce que Serge parlait du rugby féminin, le club de Nancy-Séchamps qui évolue, qui a aujourd'hui besoin finalement d'un positionnement stratégique sur le rugby de Nancy et du Grand Nancy, à mon avis plus aiguisé. Et puis il y a des clubs de quartier, on a parlé tout à l'heure de l'Olympique de Sonville, on peut aussi dire un mot du club de foot de la MJC Pichon, qui évolue lui notamment sur le stade Victor, faute d'être en résidence sur un stade. Et puis on a à quelques pas de Pichon, le stade Albert Lebrun, qui est aujourd'hui dans un état très nettement améliorable pour permettre par exemple le développement des pratiques sportives de plein air, aussi bien pour les clubs qui pourraient gagner, de toute façon un club notamment de foot mais pas seulement gagne toujours à défaut d'être en résidence, d'avoir en tout cas un point fixe lui permettant d'organiser ses créneaux et d'accueillir ses invités. Parce que je voudrais terminer par ça. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs compétitions sportives sur ces équipements-là. Il y a aussi une question d'attractivité là derrière. Quelle est l'image que nous voulons renvoyer à tous les clubs de France et d'ailleurs qui viennent jouer dans la métropole du Grand Nancy? Si nous voulons renvoyer une image d'une métropole et d'une ville sportive et engagée, il faut que le niveau des équipements soit à la hauteur. Je vous propose qu'on continue avec un autre aspect du sport qui est la santé, sport et santé. Et nous avons rencontré le professeur Chenuel qui nous parle de ce que c'est que l'activité physique adaptée et des maisons sport-santé. On l'écoute. L'activité physique adaptée, c'est quelque chose qui est vraiment ciblé pour la prise en charge des maladies chroniques. La vraie révolution, enfin le vrai défi maintenant, c'est qu'on a de plus en plus de patients qui ont des pathologies chroniques et ils doivent vivre avec cela. Et on sait que l'activité physique pratiquée régulièrement permet non seulement d'éviter l'arrivée des maladies, mais permet aussi d'éviter tout le cortège des symptômes graves, le handicap, la dépendance, etc. La clé, c'est la régularité de l'activité physique, mais bien sûr, comme ce sont des personnes qui sont fragiles, il faut qu'elles soient adaptées à leurs conditions physiques, et c'est pour ça qu'on parle d'activité physique adaptée. L'idée, c'est d'avoir un mouvement beaucoup plus large, en s'appuyant sur des gens qui ont l'habitude de faire bouger les gens, qui sont très structurés et qui font très bien les choses, c'est le milieu du sport. Et c'est pour ça qu'on a inventé un concept, on va dire, de sport santé. Ce label national qui est à la fois élitiste et sélectif, ne donne pas accès à des financements larges, et donc nous sommes en quête de financement, et c'est pour ça que tous les grands acteurs institutionnels, que ce soit la municipalité, le Grand Nancy, et puis aussi bien sûr le département, pourront nous aider sur ce projet-là, si on veut garder l'ambition qui est la nôtre, qui est vraiment d'avoir une structure non seulement de mise en pratique, d'information, mais aussi de recherche, puisque dans le projet, il y a clairement de développer une recherche
recherche ambitieuse sur l'activité physique adaptée. Donc la question, seriez-vous prêt à cofinancer cette structure de maison sport santé portée par le CHRU, le CDOS 54 et l'Université de Lorraine? Mathieu, je crois que la question est claire. Oui, c'est vrai, elle est assez claire et directe. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec Bruno Chénuel, et d'ailleurs je trouve que Philippe connaît très bien le projet puisqu'il en a été un co-porteur. Et c'est d'ailleurs un très bel exemple de ce maillage en fait, dont on a parlé tout à l'heure, l'université, le comité départemental olympique et sportif, le CHRU, qui travaillent ensemble pour porter l'idée que le sport est aujourd'hui au service du bien-être, ça va de soi, mais au service aussi de la lutte contre un certain nombre de maladies, les maladies cardiovasculaires notamment. Et je suis évidemment prêt à ce que nous regardions ensemble de quelle manière la ville et la métropole, avec les autres partenaires, le département, la région, accompagnent la concrétisation de ce label, puisque nous sommes labellisés, et nous sommes parmi les quelques villes de France à l'être aujourd'hui, dans le cadre de ce projet inter-acteurs. Il faut qu'ils puissent maintenant trouver une traduction concrète, et effectivement, nous y travaillerons ensemble. Le sport comme... Alors, Oreda nous parle du sport comme activité sociale de bien-être physique. Tu es d'accord, bien sûr, avec ce commentaire? Je souscris à 200%. Je crois que ce qui fait, juste en deux mots, ce qui fait... comment dire, ce qui pose bien les choses, finalement, c'est le lien. Depuis qu'on est là, depuis 19h30, on parle de lien. On parle du lien, on parle de ce que le mouvement associatif est capable de créer. Alors le mouvement associatif, quand il s'adresse à la jeunesse, quand il s'adresse à la jeunesse dans les écoles, quand il s'adresse à la culture, quand il s'adresse à tout ce qu'on veut. Et je pense que le trait d'union de tout ça, c'est le lien. Aujourd'hui, le professeur Chenuel, il dit simplement, on est capable de faire, le CHU est capable de faire. Mais si le CHU le fait avec le mouvement sportif, et si le mouvement sportif s'engage dans ce dossier-là, alors on aura créé quelque chose de plus. Et tu étais à la captation vidéo, ça ne figure pas dans l'interview du professeur, mais il nous a dit que non seulement les 450 personnes qui sont suivies aujourd'hui par le dispositif, y trouvent un intérêt majeur du point de vue de leur santé physique, mais qu'en plus, le fait de travailler dans des associations sportives, c'est-à-dire en dehors finalement de l'espace hospitalier, en plus ils y trouvent un intérêt moral et ils retrouvent du lien social et ils retrouvent la vie comme on l'entend tous les jours. C'est-à-dire, ils ne sont plus des personnes isolées qui sont suivies par le milieu hospitalier, ils deviennent des personnes qui appartiennent à la société, qui vivent dans le groupe et qui partagent au sein d'une association. Alors là, en l'occurrence, on est sur du sportif. Je crois que c'est... Enfin, moi, c'est ce que je retiens, c'est l'aspect, c'est le côté du lien. Merci Serge. On aurait pu parler aussi de la Méchelle, mais je crois qu'on en a parlé beaucoup, qui est aussi un espace de liberté pour les Nancéens et les Nancéennes. Une conclusion peut-être, Mathieu, puisque je crois qu'on arrive au terme de notre... Malheureusement, ça va vite, 1h15 déjà. Mathieu, une petite conclusion? D'abord, je voudrais remercier Virginie et Philippe d'avoir accepté de participer avec nous à cet échange. J'ai trouvé vos deux interventions, enfin vos deux témoignages particulièrement stimulants. Vous êtes d'ailleurs un très beau prétexte pour moi ce soir pour saluer la vitalité, la force d'engagement du monde associatif. À Nancy, Marianne l'a évoqué tout à l'heure et Evelyne en avait parlé également, cela compte beaucoup. Moi, je voudrais que nous soyons clairement, pleinement inscrits dans cette perspective d'une ville engagée et solidaire, d'une ville qui s'appuie sur les forces de celles et ceux qui la composent et qui respectent leur liberté. Les associations ne sont pas des opérateurs de la municipalité. Elles ne programment pas leurs activités uniquement en fonction d'une commande publique ou d'une commande tout court. Je crois que c'est aussi un défi que nous avons à relever ensemble sur le plan démocratique, faire en sorte que le travail des associations soit reconnu, soutenu, valorisé, notamment en direction des plus jeunes, comme Véronique l'a dit longuement tout à l'heure, et faire en sorte que cette liberté associative, la liberté qui est celle de l'engagement, puisse trouver sa place à la fois dans le partenariat avec la ville, avec les autres acteurs, mais vraiment soit protégé comme un bien démocratique essentiel. Et nous le voyons aujourd'hui, enfin nous l'avons vu pendant le confinement, vous l'avez dit,
les uns, les unes et les autres. Nous le verrons encore plus à la rentrée, parce que face au choc économique et social qui s'annonce, le monde associatif, les associations au sens large du terme, seront particulièrement sollicitées. Le témoignage tout à fait, j'allais dire, motivant de Virginie tout à l'heure sur l'engagement des étudiants nous montre que le potentiel il est immense à Nancy. Nous sommes, en dehors de l'Île-de-France, je le dis souvent, la première ou la deuxième ville pour le nombre d'étudiants rapporté au nombre d'habitants. Nous disposons d'une ressource qui est aujourd'hui pleine de volonté d'agir, et moi je veux vraiment qu'on soit à la hauteur de ce défi. Et puisque nous arrivons au terme des lives que nous avons voulu organiser tout au long de cette campagne du second tour, je voudrais te remercier aussi, Ossine, tout particulièrement pour le travail que tu as conduit pour les préparer, les coordonner, les animer sur des thèmes dont tu étais parfaitement spécialiste et sur d'autres un peu moins, mais de façon de façon tout à fait équitable. Et je crois que c'est très important aussi parce que les élus que nous aspirons à être ensemble demain, ils auront chacun leur spécialité, leurs envies, les sujets qui les motivent plus que d'autres, mais ils auront aussi tous et toutes à cœur de défendre l'intérêt général. Nancy, les Nancéennes, les Nancéens, et donc de s'intéresser à toutes les politiques publiques et de s'intéresser à tous les engagements qui seront les nôtres au quotidien. Donc nous espérons, enfin moi j'espère en tout cas, que ces quelques semaines de débat par écran interposé auront contribué à nourrir votre réflexion, à nourrir votre envie de participer dimanche au second tour de l'élection municipale à Nancy. C'est un moment important, parfois même, pourrait-on dire, historique. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec une nouvelle page de l'histoire de notre ville, un nouveau chapitre. Nous sommes, vous l'avez vu, au fil de ces semaines déterminées à le relever avec une équipe à la fois renouvelée et expérimentée. Donc je compte sur vous, nous comptons sur vous, vous pourrez compter sur nous. Rendez-vous donc dimanche de 8h à 18h dans votre bureau de vote. Et merci encore à toutes et à tous.